Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, dans un instant, nous regarderons comment il est possible d'investir dans des terres agricoles avec Muriel Gozal, directrice générale de la Fédération nationale des SAFER. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera à la réforme du courtage, alors que celle-ci est maintenant mise en place, que celle-ci fonctionne, si je puis le dire ainsi. Où est-ce qu'on en est? Comment cela se passe-t-il au quotidien au sein de la profession? Quelles sont les questions éventuelles soulevées par la mise en application de cette réforme du courtage? Nous en parlerons avec Grégoire Vuarle, le directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de l'ACPR, mais aussi avec Roger Mingui, le président d'Endia. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur les différentes stratégies de gestion de patrimoine, court terme, moyen terme, long terme, avec Xavier Laurent, responsable multigestion et gestion pilotée au sein de Fédéral Finance Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Un rendez-vous qui parfois va même jusqu'à regarder ce qui est de l'ordre de la collection que de l'investissement. Et aujourd'hui, nous allons évoquer plus spécifiquement l'investissement dans les terres agricoles avec vous, Muriel Gozal, directrice générale de la Fédération nationale des SAFER. Bonjour Muriel Gozal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Un mot peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas les SAFER. Quel est leur rôle? Puisque on va parler d'investissement, mais ça n'est qu'une toute petite partie du rôle des SAFER au quotidien. Oui, absolument. Alors les SAFER, elles ont été créées il y a 60 ans, avec à l'époque une mission qui était de restructurer le foncier agricole pour faire des exploitations agricoles de l'époque, des exploitations qui fassent vivre le couple d'agriculteurs qui est en place. Et depuis, en fait, elles sont régulièrement utilisées pour réguler l'accès au foncier et en fait permettre les projets. C'est-à-dire que le foncier, c'est souvent le support incontournable de tous les projets du territoire, qu'ils soient agricoles ou autres d'ailleurs. Et il faut le partager parce qu'on n'en recréera pas. Donc pour pouvoir réaliser son projet, il faut pouvoir accéder au foncier. Et pour accéder au foncier, il ne faut pas que ce soit uniquement celui qui a le plus d'argent qui puisse y accéder. Et donc ça, c'est vraiment le travail quotidien des SAFER. Et donc vous vous positionnez quelque part comme l'interlocuteur ou l'intermédiaire entre ceux qui ont un projet et ceux qui potentiellement pourraient aider à financer un projet aussi ou à accompagner un projet, c'est ça? Absolument. Alors, effectivement, on a des agriculteurs ou des gens qui ont des projets dans l'espace rural qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'acquérir le foncier. Nous, par contre, on ne travaille que sur le foncier, souvent à vendre, mais aussi à louer. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et on fait de l'intermédiaire entre les uns et les autres. Et il nous arrive régulièrement, alors dans notre langage, on appelle ça attribuer. En pratique, vous appelleriez ça vendre. De vendre du foncier à par exemple, un jeune agriculteur. D'installer un jeune agriculteur en vendant le foncier à un apporteur de capital, quelqu'un qui a envie de l'accompagner, d'investir et de devenir propriétaire. On parle beaucoup dans cette émission d'immobilier et de variations sur les prix, d'impact de la hausse ou de la baisse des taux sur le marché. Quand on parle de foncier agricole, est-ce qu'il y a des tendances similaires? Est-ce que les tendances sont différentes? Quel est l'état du marché aujourd'hui? Alors le foncier agricole, par construction et à cause ou grâce aux SAFER, n'est pas spéculatif. Donc il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'explosion sur en général, le foncier agricole. Après, on pourrait avoir, sur certains sous-marchés, en viticulture par exemple, peut-être des tendances un petit peu plus dynamiques. Par contre, là, on est sur une période de plus de 30 ans de hausse continue, modérée, de la valeur du foncier agricole. Alors, je vous parle de moyenne nationale, on pourrait aller affiner un petit peu, mais du coup, on est sur quelque chose qui est assez sûr et potentiellement assez intéressant. Et en lien quoi avec une demande supérieure à l'offre depuis plus de 30 ans? Qu'est-ce qui explique cette hausse modérée du foncier? Alors en fait, dans la valeur du foncier, il y a deux facteurs principaux qui font varier le foncier. C'est les taux d'intérêt. Donc là, on est vraiment sur la dynamique de capacité à acheter. Et puis les résultats des exploitations. En gros, les agriculteurs, quand ils ont les moyens, peuvent acheter du foncier. Il suffit que les banques puissent les suivre également.
Un mot plus spécifique, on est dans une émission quand même qui parle de placement ou d'investissement. Quand on est intéressé par l'idée d'un côté réaliser un placement en terre agricole et peut-être aussi, j'imagine que ça doit toujours s'accompagner d'une envie d'accompagner un projet agricole, comment ça se passe concrètement? On se retourne vers la Fédération nationale des SAFER qui ensuite nous propose d'acheter un terrain. Alors on va aller plutôt vers la SAFER. Donc les SAFER, elles sont en région. D'accord. On a une par région. Il y a des antennes dans chaque département. Donc vous pouvez plutôt vous orienter vers le territoire qui vous intéresse. Si vous voulez pouvoir comparer les régions, il y a un site internet des SAFER, le prix des terres, qui va vous donner les différences de prix par région. D'accord. Et puis là, vous pouvez effectivement dire, ben voilà, moi j'ai de l'argent à placer, je souhaiterais pouvoir accompagner des agriculteurs, éventuellement des viticulteurs. Bien sûr, voilà, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et on devient propriétaire du terrain? Et on devient propriétaire du terrain. D'accord. Avec un cahier des charges, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est à l'acte qu'on va signer chez le notaire, il y a un certain nombre de conditions. D'accord. Le terrain doit garder son usage agricole. D'accord. Si vous avez été dans le cadre d'une attribution SAFER, vous devez vous engager à le louer à la personne qui avait été retenue, le jeune agriculteur par exemple. Oui, c'est-à-dire que le projet ne va au bout que si on a également l'agriculteur en question qui a prévu d'exploiter le terrain, c'est ça? Exactement, et ça c'est la SAFER qui va le trouver. Ok. Et qui va le proposer à l'investisseur que vous êtes peut-être. Qui sait, moi ou quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui sur l'investissement. On a une idée de... Ça coûte combien? C'est quoi l'investissement moyen aujourd'hui? J'imagine que c'est variable en fonction de la taille du terrain, mais est-ce qu'on voit quand même des tendances se développer ou pas du tout? Alors, on a tout. Dans les SAFER, on a vraiment tout. On a depuis quelqu'un qui va mettre quelques dizaines de milliers d'euros, voire moins des fois, jusqu'à des gens qui vont investir beaucoup plus. D'accord. Donc il n'y a pas de limite, quelles que soient les enveloppes que vous avez envie de placer, n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, un hectare de terres agricoles, de terres à labour, de terres et prés, c'est 6 000 euros en moyenne, quand c'est libre. Beaucoup plus sur des hectares de vignes, bien entendu. Et un hectare suffit pour installer une exploitation ou... Non, pas du tout. Mais après, on n'a pas forcément un seul propriétaire sur une exploitation. Donc même si vous avez des sommes modestes, il ne faut pas hésiter. Et puis, le même agriculteur peut avoir du foncier en pleine propriété, du foncier qui est loué à des gens qui sont en place depuis longtemps, et puis un petit bout de foncier que les propriétaires veulent vendre, qu'il n'a pas les moyens de racheter. Et puis là, on peut tout à fait intervenir sur 5, 10 hectares. Deux questions avant la fin de l'émission. Première question, vous disiez qu'on peut avoir plusieurs propriétaires, c'est-à-dire qu'on peut acheter à plusieurs, investir à plusieurs sur des terres agricoles, c'est possible ça? Absolument. Alors, c'est possible de plein de manières différentes, et notamment on peut monter des petites sociétés pour porter ce foncier-là collectivement. Ou alors on peut tout simplement acheter chacun une partie de l'exploitation. Si on possède des terres agricoles, et puis on en parlera peut-être lors d'une autre émission, mais il est possible également de les... Alors on dit valoriser au sein des SAFER, il est possible de les valoriser, c'est-à-dire de se retourner vers une SAFER pour potentiellement dire, voilà, cette terre est disponible, trouvez-moi peut-être un investisseur ou un exploitant, quoi. Ou un exploitant, exactement. Alors si vous êtes vendeur, on achètera. Et si vous souhaitez trouver un exploitant, on pourra vous proposer des schémas, y compris des schémas qui peuvent vous permettre de préserver l'avenir. C'est-à-dire que vous avez du foncier, vous savez que dans quelques années, quelqu'un de votre famille va par exemple s'installer dessus, qu'il doit rester libre, la SAFER peut vous proposer une solution temporaire de gestion de ce foncier qui fait qu'il est quand même exploité, ce qui est quand même le plus important. Mais avec une date limite fixée à l'avance, quoi. Exactement. Ce que ne permet pas forcément le statut général du fermage. Merci beaucoup Muriel Gozal. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération nationale des SAFER. Si on est intéressé par l'idée d'investir dans une terre agricole, c'est le prix de la terre. Le prix des terres pour le prix des terres. Et safer.fr pour trouver le contact de votre SAFER régional. Merci beaucoup. Le prix des terres.fr du coup j'imagine. Hein, c'est ça. Merci beaucoup Muriel Gozal. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous sommes en janvier 2024. Dans quelques mois, la réforme du courtage fêtera les 2 ans de son entrée en application. Pour cela, nous avons voulu prendre un petit peu d'avance et se demander, faire une sorte de premier point d'étape sur cette réforme du courtage. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégoire Vuarlot. Tout d'abord, bonjour Grégoire Vuarlot. Bonjour. Vous êtes directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de
l'ACPR. Et nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Roger Mainguy. Bonjour Roger Mainguy. Bonjour. Vous êtes le président d'Endia. Alors Endia, peut-être un petit mot pour commencer. Une des 7, maintenant 8, c'est ça, 7 au départ, maintenant 8 associations agréées pour mettre en place la réforme du courtage. Vous allez pouvoir nous expliquer comment concrètement sur le terrain vous voyez l'application de cette réforme au quotidien. Peut-être commencer par vous, Grégoire Vuarlot. On n'est pas encore aux 2 ans de cette réforme, mais on s'en approche. On se souvient qu'elle avait été beaucoup commentée dans l'actualité, qu'il y avait eu beaucoup de rebondissements avant l'entrée en vigueur et la mise en application de la réforme du courtage. Aujourd'hui, quelle est la position, quelque part, des pouvoirs publics sur la mise en application de la réforme du courtage? Est-ce qu'on est content du travail qui a été effectué? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, c'est une réforme qui avance bien. En effet, je vous rappelle les objectifs. L'ambition de cette réforme, c'était de permettre aux professions du courtage de s'organiser pour à la fois apporter toute la valeur nécessaire aux clients et puis pour faire face à la réglementation dans de bonnes conditions. Et donc, la réforme du courtage issue de la loi a créé ces structures administratives. Les associations avec un certain nombre de pouvoirs propres de vérification et puis un accompagnement à donner aux courtiers qui s'affilient, donc avec quand même des populations assez importantes, 40 000 courtiers côté assurance, 20 000 côté banque, donc quand même une population assez importante. Alors bientôt 2 ans en avant par rapport à son installation, cette réforme est en train de porter ses fruits. Les associations sont installées, elles ont été agréées, elles ont constitué leurs moyens et nous les accompagnons dans le déploiement de leur mission, qui ont déjà commencé, bien entendu, et nous faisons un travail d'accompagnement avec elles pour voir dans le détail comment peuvent s'organiser leur mission. Nous avons, par exemple, l'été dernier, fait une revue de leurs moyens informatiques pour voir si et comment ces moyens pouvaient être déployés dans le bon sens. Notamment moyens informatiques pour le sujet de formation, qui était un des gros sujets de la réforme du courtage, c'est ça par exemple? Alors, sur le sujet de formation, nous sommes en train de travailler, nous en sommes au début, puisque c'est un sujet un petit peu compliqué. Bien sûr. Formation initiale, formation continue. Les moyens informatiques sont les moyens qui permettent l'enregistrement et le suivi des pièces justificatives, notamment. Des adhérents, et donc c'est un sujet qui à la fois est un sujet de sécurité informatique, mais aussi un sujet de gestion des affiliations, et donc un sujet très opérationnel. Parce que, pour rappel, mais même si beaucoup de professionnels sont, j'imagine, au courant, aujourd'hui, maintenant, avec la réforme du courtage, il faut être adhérent à une association pour pouvoir faire son enregistrement au renouvellement ORIAS, et donc tous les ans, renouveler son adhésion à l'association professionnelle également? Voilà, c'est ça. Alors Roger va vous dire comment, très concrètement... Bien sûr, dans un second temps. Ouais. En effet, la règle est celle que vous avez décrite, c'est-à-dire qu'il faut être adhérent à une association pour pouvoir avoir son renouvellement ORIAS et donc avoir le droit d'encaisser des fonds. Et faute de quoi, effectivement, sinon l'intermédiaire ne peut plus travailler. Avant de poser la question à Roger Mainguy, effectivement, peut-être plus sur le côté concret, Grégoire Vuarlot, donc il y a effectivement, dans cette réforme du courtage, il y a 2 niveaux. Il y a les associations et les courtiers, et donc tous ceux qui exercent cette profession. Si cette réforme a été mise en place, c'était aussi peut-être pour augmenter le niveau de formation, voire de qualité de suivi. Est-ce qu'on a aujourd'hui quelques éléments pour se féliciter de l'évolution de la profession, ou c'est trop tôt pour en parler encore Alors, c'est un petit peu tôt, effectivement, puisque les associations s'installent. Le premier exercice s'achève maintenant, donc on tire des conséquences, y compris sur le plan opérationnel. Vous avez su que les échanges avec l'ORIAS avaient été conséquents l'année passée. Donc là, le premier renouvellement va arriver, ça se présente mieux. On a vu quels étaient les points un petit peu compliqués sur lesquels il fallait porter notre attention, notamment en matière d'information et puis en matière de documents à apporter, etc. Donc nous, on estime que ça avance bien. Tout n'est pas terminé, mais c'était normal. On avait prévu une montée en charge. Donc on va se donner encore toute l'année pour regarder plus exactement les attendus et comment les atteindre de façon raisonnable mais performante. Et puis ce sera la première année également du rapport annuel. Bien sûr. Ce rapport annuel statistique que les associations doivent nous fournir, à nous, ACPR, et qui nous permet à la fois d'avoir une bonne vision du marché, de pouvoir orienter nos travaux et d'avoir un retour un petit peu concret des associations sur leur activité
d'affiliation. Roger Mingui, si on caricature, parce que je vous ai posé la question hors antenne, Endia existe depuis 2 ans à peu près, puisqu'effectivement la création d'Endia était évidemment antérieure à l'agrément reçu et notamment donc à l'entrée en application de la réforme du courtage. Endia, c'est une association un peu particulière dans le paysage des associations agréées, puisqu'elle a été créée pour cette réforme du courtage. Donc, j'ai envie de dire, vous avez eu 2 casquettes, celle de suivi de cette réforme du courtage et d'entrée en application, et en même temps de créer une entreprise classique, même si on parle d'une association. Si on regarde dans le rétroviseur, depuis 2 ans, on ne va pas revenir effectivement sur ce qui s'est passé avant l'entrée en application, mais quel premier bilan on peut tirer de cette réforme du courtage d'un point de vue associatif? Alors vous avez raison, il faut d'abord rappeler que c'est une boîte, on crée une boîte, c'est une association, c'est ce que vous voulez, mais c'est vraiment une boîte. On parlait des systèmes d'information, bien c'est vraiment le le système d'information d'une boîte comme la nôtre, qui collecte de l'information. Donc il faut aussi de l'humain. Oui, c'est ça le premier rôle quelque part de ces associations, c'est de collecter l'information des adhérents. La traiter, bien sûr, accompagner l'adhérent si éventuellement l'adhérent a besoin de remédiation parce qu'il n'est pas conforme en tout point à la réglementation. Mais c'est vraiment créer une boîte. C'est vrai que le système d'information est assez structurant, donc c'est compliqué parfois de trouver tout de suite le bon système d'information. Nous, on s'y est repris presque à 2 fois. D'accord. Donc ça montre bien que ce n'est pas un exercice si facile que cela. Aujourd'hui, évidemment, c'est derrière nous, et heureusement d'ailleurs, parce que le renouvellement, c'est maintenant, c'est en ce moment. Donc on a évidemment de ce point de vue beaucoup moins de soucis. L'année dernière, malheureusement, on avait des soucis nous-mêmes. L'Orias en avait aussi un peu, donc ça compliquait 2 fois la tâche. Bien sûr. Ouais. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre, parce que le premier souci était d'abord chez nous. Donc voilà, c'est la création d'une boîte. Et après, une fois qu'on a créé cette boîte et qu'on commence à la faire fonctionner, eh bien, on regarde ce qui marche plutôt bien, ce qui marche moins bien et ce qui ne marche pas encore. Alors, qu'est-ce qui marche plutôt bien ? Ce qui marche plutôt bien, la collecte des informations, tout ce qui est aujourd'hui d'une obligation légale, les courtiers le comprennent quand même plutôt bien. Le monde du courtage a quand même une difficulté, sauf pour les courtiers assez structurés, c'est de documenter. En fait, ils documentent assez peu. D'accord. Ou du moins, voilà, j'ai une attestation de formation, je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais pas où elle est. Alors même, pardon, qu'il y a eu quand même un beau traitement médiatique de cette réforme du courtage. On savait à un moment à quoi s'attendre, mais non, c'est... Non, c'est pas si évident que ça. C'est culturellement, c'est vécu comme une contrainte supplémentaire. D'accord. Ce que je peux comprendre, encore une fois. Le courtier, 85% des courtiers sont plutôt des petites structures, moins de 3 personnes. Donc leur job de base, c'est d'aller chercher du client ou d'accompagner le client dans son développement. Et tout ce qui vient limiter sa capacité commerciale, finalement, est vécu comme une contrainte pas terrible, quoi. Mais pourtant, ma question portait sur ce qui marchait bien. Alors, ça marche bien quand même. Alors, ce qui marche bien, c'est qu'ils sont maintenant acculturés au fait. D'accord, en effet, association d'autorégulation, ensuite l'ORIAS. Sinon, si on n'a pas d'ORIAS, pas de commission, bien sûr, pas de chocolat. Donc ça, c'est intégré. Donc ça, c'est intégré. Dès lors qu'on touche un peu le porte-monnaie, c'est intégré. Après, ce qui n'est pas encore complètement, c'est la documentation, c'est le nombre d'heures, c'est... La formation, donc. La formation, alors la formation initiale, c'est presque plus facile, mais après, c'est la formation continue. La pertinence de cette formation continue... ça a l'air mis en cause aujourd'hui ou... Pas encore. Quand vous dites la pertinence, c'est... Non, pas encore. Ouais. Mais il faudra bien un moment qu'on vérifie si la formation est conforme globalement à l'activité du courtier, ou du moins va dans le sens de l'activité du courtier, de sa progression et sa connaissance sur le marché ou les marchés qu'il adresse, toujours dans l'intérêt du client final. Je vais caricaturer, mais voilà, toute formation qui n'est pas en relation directe, une formation pâtisserie, ça marche pas. Oui, bien sûr. Il faut l'avoir en tête quand même. Mais bon, vous ne faites pas de formation pâtisserie aujourd'hui. Je fais pas de formation du tout. D'accord, mais comment ils se forment alors ? Parce que nous, on flèche. Vous vérifiez la formation, mais vous ne la proposez pas ? D'abord, nous avons des partenariats avec des organismes de formation qu'on a, entre guillemets, évalués, qui ont pignon sur rue la plupart d'entre eux, qui ne sont pas des jeunes organismes de formation, mais qui sont déjà structurés. Et ensuite, on les flèche. Généralement, on négocie des avantages pour les adhérents d'Endia. D'accord. Nous, on ne touche rien sur le business qu'on apporte aux sociétés de formation. C'est structurel chez nous. On ne touche pas de business, pas de marge arrière, mais c'est un avantage qu'on donne à nos adhérents. Et derrière, ils vont faire leur formation chez un tel ou chez... Donc le sujet, parce que Grégoire Vuarleux, je voyais que vous vouliez réagir également, le sujet, ça va peut-être de vérifier effectivement
Oui, le fait que la formation est bien adaptée finalement aux professionnels, la formation reçue est bien adaptée à la pratique professionnelle du courtage. Oui, l'ambition, quand les pouvoirs publics ont donné cette fonction aux associations de courtage, était bien effectivement d'accompagner les courtiers dans le maintien de leurs compétences. Donc ça veut dire de la formation continue avec un certain volume par an. C'est une tâche qui n'est pas évidente puisque ça veut dire connaître l'offre de formation. Bien sûr. Éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire si vous-même vous produisez de la formation, il ne faut pas que vous dirigiez nécessairement vers votre formation qui vous rapporte de l'argent. Bien sûr, oui, bien sûr. Et il faut vérifier périodiquement la pertinence de cette formation au sens où il faut que ça soit en rapport avec vos métiers, en tout cas suffisamment pour qu'il n'y ait pas une sorte de maquis en termes de formation. Donc, et ça, qui vérifie du coup? Donc c'est effectivement à la charge des associations que de flécher vers des formations qu'elles estiment pertinentes. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, puisqu'il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'une formation pertinente. Il y a peut-être des grandes lignes données par la CPR. Voilà, des grandes lignes. Donc, nous allons travailler cette année ensemble. On va faire un certain nombre d'ateliers de travail avec les associations de courtage pour essayer de voir sur l'ensemble de leurs obligations et notamment sur celle de la formation continue, quel est le cadre commun que l'on se donne, quel est le cadre de réflexion que l'on se donne pour considérer que les diligences sont remplies. On va faire ça avec la formation, on va faire ça aussi avec les conditions d'accès à la profession, à vérification de la responsabilité civile professionnelle, de la garantie financière, etc. On a déjà commencé. Il y a un dialogue à avoir parce que, d'abord, ce sont des sujets nouveaux. Comme on l'a dit, la réforme date de moins de 2 ans et Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a un certain nombre de subtilités à aborder. Il faut aller au fond des choses. Et puis ensuite, nous avons un paysage varié. Il y a plusieurs types d'associations avec des cultures différentes, certaines des cultures plus anciennes que d'autres plus récentes. Et donc, il faut que l'on travaille ensemble avec pas forcément exactement les mêmes modes de travail, mais au moins les mêmes exigences et les mêmes objectifs. Donc, c'est l'objectif. J'avance sur le sujet parce que l'heure tourne un peu. Roger Mainguy, un mot peut-être des vérifications qui ont été faites par les associations, en l'occurrence Endia. Qu'est-ce qui ressort du terrain pour le coup là d'Endia, parce que je ne sais pas Bien sûr. Les autres associations. Nous, on a commencé les vérifications donc en 2023. Alors, je dis vérification, parfois je dis contrôle, ne m'en veuillez pas. Pour moi, c'est du contrôle, donc il n'y a pas de malignité dans mon propos. On en a fait un peu plus d'1 millier. Plus de 50% des personnes vérifiées sont conformes. D'accord. Il y a quand même 7% d'entre elles qui ont cessé l'activité. OK. Il y en a pas loin de 10% qui n'ont pas encore répondu malgré de nombreuses relances. Donc je pense que là, on a un sujet aussi de marché. Je pense que quand on va faire le bilan de réinscription Orias à fin février 2024, qui est la deadline, je crains que l'on constate malgré tout dans certaines catégories d'inscription des diminutions sensibles d'effectifs. Après, il y a quelques remédiations, bien sûr, parce que certains courtiers ou mandataires sont pas complètement square. Donc il faut qu'ils travaillent un peu plus, la formation ou la matérialisation concrète de leur conformité. Mais voilà, c'est les premiers enseignements. Merci beaucoup Roger Mainguy, président de Endia. Merci également Grégoire Vuarlot, directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de l'ACPR. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. C'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie donc de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les différentes stratégies de gestion à adopter en fonction de sa volonté d'épargne court terme, moyen terme ou long terme. Ou évidemment, peut-être que c'est un mix de tout cela qu'il faut mettre en place. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Xavier Laurent. Bonjour Xavier Laurent. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Alors, entre court terme, épargne moyen terme ou épargne long terme, quelle stratégie adoptée, Xavier Laurent? Alors effectivement, vous précisez, il y a plein d'opportunités, mais on va essayer de séquencer ça par durée, entre guillemets. Et c'est vrai que si on regarde sur la partie court terme, c'est toujours l'arbitrage entre la liquidité et la visibilité sur le rendement. Bien sûr. Alors, il y a des offres bancaires classiques, les livrets, les comptes sur livret, les DAT. Donc, ce n'est pas notre domaine, hein. On est acteur société de gestion, donc on n'intervient pas sur ces... Mais vous savez que ça existe. Mais ça existe, voilà, il faut le dire pour les clients. Et c'est vrai que cette offre-là est foisonnante. Il y a beaucoup de différences entre les rendements, les formules. Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif et être assez opportuniste.
Dans notre domaine spécifique, dans la gestion d'actifs, on va reparler d'un segment qui était peu ou pas usité jusqu'à présent, c'est le monétaire. D'accord. C'est vrai que c'était essentiellement lié à les investissements pour les entreprises ou pour les institutionnels. Mais le monétaire aujourd'hui, compte tenu de la remontée des taux qu'on a connue en 2022 et sur 2023, c'est un actif qui rapporte de l'argent, qui est relativement peu volatile et qui donne de la visibilité. D'accord. Le tout avec un format très liquide. Donc ça, c'est quand même un élément assez important à rappeler aux clients. Ça, c'est pour le court terme. C'est pour le court terme. Pour le moyen terme, il faut toujours aller chercher de la diversification avec la plus grande régularité possible au niveau des placements. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de lancements. Il y a des produits notamment qui sont assez intéressants à introduire, notamment dans le cadre de la gestion sous mandat, c'est les fonds à échéance, puisqu'avec, on l'évoquait sur le monétaire, c'est aussi vrai sur la partie obligataire. On a eu des primes de risque aussi, donc la valorisation du risque des émetteurs qui a été rehaussée. Donc on a des formules qui sont assez intéressantes, avec des placements à 2 à 5 ans, qui offrent des opportunités de rendement assez attractives. Alors, on peut être très défensif et être très qualitatif sur le segment obligataire ou un peu plus agressif en mettant notamment du haut rendement. Voilà, on a un panel assez large, mais on peut aller chercher des solutions qui sont très intéressantes. Et puis après, on a les solutions très traditionnelles, donc les formules multiclasses actifs. Et donc, dans le cadre d'un pilotage à 5 ans, il faut pouvoir avoir une base de rendement intéressante, avec de l'obligataire notamment, pourquoi pas du monétaire, on l'a vu, mais il faut avoir un petit peu embarqué de risque-action. Pour aller chercher du rendement éventuel supérieur, c'est ça? Oui, voilà, c'est le petit tilt qu'il faut toujours avoir. Alors c'est vrai que 2 à 5 ans, il faut plutôt avoir des profils, on va dire, prudents ou équilibrés. Il ne faut pas aller chercher une dynamique et de 100% action, parce qu'on serait en décalage un peu complet par rapport à la stratégie à mener. Et donc on a des opportunités de diversification, surtout qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, on a une base de rendement embarqué qui est quand même beaucoup plus satisfaisante. Les clients ont été déçus sur 2022 parce qu'on a eu à la fois la baisse des actions et surtout la baisse des taux. Et donc les profils prudents avaient quasiment les performances des fonds équilibrés. Bien sûr, donc c'était décevant. Là, aujourd'hui, on a vraiment du mieux du côté du produit diversifié. Rapidement, sur le long terme, c'est là où on va chercher du risque? Oui, et c'est là aussi où on a les meilleures rémunérations, comme toujours. Pas de risque, pas de rémunération. Et plus on va loin, plus on a la chance d'atteindre les niveaux de rendement attendus. C'est vrai que sur les actions, on vise en moyenne du 6-8% sur le très long terme, quand on regarde les grands indices. Donc c'est un incontournable dans la constitution d'un placement à plus de 10 ans. Et plus on va loin, plus on est sûr d'avoir des rendements qui vont être très satisfaisants, voire positifs, quasi sûrement. D'accord. Viser le très long. Historiquement, on sait que quand même vous regardez le S&P, vous regardez sur des périodes qui dépassent les 20 ans, vous êtes entre 4% de rendement annualisé et 18%. D'accord. Donc il faut viser long. Il faut viser long et il faut accepter de prendre du risque. On prend que du risque sur le long terme? La preuve en est que pas forcément, puisque... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, le non risqué est on l'a placé sur du court moyen terme. On l'a fait sur du court moyen terme, voire du très court, et forcément, on peut avoir des oscillations assez importantes. Il faut le rappeler, évidemment, les marchés actions, ça reste volatile. Donc il faut surtout viser le très long, et cette fidélité, je dirais, à la prime de risque action sur le long terme, elle rémunère. Mais il y a un autre actif qui est aussi intéressant et qui commence à arriver, notamment dans les solutions patrimoniales. On l'a vu avec les contrats d'assurance vie, l'épargne retraite, et puis ça commence aussi à arriver dans la gestion sous mandat. C'est le non-coté. Bien sûr. On peut le faire avec le private equity. Je pense que vos auditeurs le connaissent assez bien. On a une nouvelle classe d'actifs qui est la dette privée. Donc ça, c'est un nouveau challenge aussi de pouvoir parler de ces classes d'actifs-là. Et c'est vrai que sur le long terme, on a vraiment des performances super intéressantes. On a une prime par rapport aux actions qui est rehaussée. Si je fais le private equity par rapport au CAC 40, on a du 14% contre du 8% sur les dernières années en France. D'accord. Ouais. C'est significatif. Et sur la dette privée, aujourd'hui... Avec du risque. On rappelle que plus il y a de risque, plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Il y a toujours du risque. Mais c'est vrai qu'on n'est pas soumis à la cotation. Donc on n'a pas cette volatilité au quotidien. Donc ça, c'est quand même facile à supporter. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Xavier Laurent, responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.